Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des fractures de C2. La présentation a été réalisée par le docteur Sébastien Rodriguez sous ma direction. Les fractures de la deuxième vertèbre cervicale ont une incidence de 6,1 pour 100 000 personnes. Parmi les fractures du rachis cervical, les fractures de l'odontoïde représentent à elles seules environ 20% de ces fractures. Il s'agit d'une pathologie concernant le sujet âgé, puisqu'en moyenne, ces fractures surviennent à l'âge de 72 ans. Elles concernent autant les hommes que les femmes, et ces fractures, en plus du risque neurologique qu'elles peuvent entraîner, sont associées à une hausse de la mortalité à court terme, puisqu'environ 20% des patients décèdent dans les 2 mois. Avant de voir les différentes fractures de C2, nous allons d'abord faire quelques rappels d'anatomie. L'odontoïde, de forme cylindro-conique, mesure environ 1,5 cm de haut pour 1 cm de large. Sa face antérieure présente une surface articulaire convexe qui répond à la surface articulaire de la face postérieure de l'arc antérieur de l'atlas. Sa face postérieure présente également une surface articulaire qui est convexe et qui répond aux ligaments transverses. Au-dessus et latéralement s'insèrent les ligaments alaires et au sommet, le ligament de l'apex de la dent. Du fait de ses rapports anatomiques, l'odontoïde est une zone de fragilité. Il correspond à lui seul à plus de 50% des fractures de C2. Plus bas, on retrouve le corps de C2. Sur sa face antérieure, on retrouve l'insertion du ligament longitudinal antérieur au niveau médial et un peu plus latéralement, l'insertion au muscle long du cou. Sa face postérieure vient fermer le canal vertébral. Latéralement, on retrouve les processus articulaires supérieurs qui s'articulent avec l'atlas et les processus articulaires inférieurs qui joignent la troisième vertèbre cervicale. Puis les pédicules qui à ce niveau-là sont très courts, plutôt épais et échancrés vers le bas. Ici en vert, les processus transverses avec leur foramen qui permet le passage des vaisseaux. Au sommet du processus transverse, on retrouve un tubercule qui donne insertion au muscle scalène moyen. En arrière, les lames qui viennent fermer le canal et qui à ce niveau-là sont plutôt épaisses et hautes. Et enfin, le processus épineux qui est bifide s'y insère sur les faces latérales de haut en bas, le grand droit postérieur de la tête, l'oblique inférieur de la tête et le semi-épineux du cou. On peut séparer les fractures de C2 en fractures de l'odontoïde, en fractures du pendu et en fractures du corps vertébral qui sont plutôt rares. Tout d'abord, les fractures d'odontoïde. Elles sont dues à un traumatisme associant cisaillement et flexion dans 80% des cas ou cisaillement et extension dans 20% des cas. Cliniquement, cela se traduit par des cervicalgies sans atteinte neurologique dans 70% des cas. Dans les autres cas, on peut avoir une tétraplégie avec possible arrêt cardio-respiratoire. En dehors de ces complications neurologiques, les fractures de l'odontoïde sont à haut risque de pseudarthrose du fait de la vascularisation qui est intraspongieuse et donc interrompue lors d'une fracture. La fracture du pendule, il s'agit de l'ensemble des fractures se situant en arrière du corps vertébral de C2. C'est la fracture la plus souvent associée à un risque de mort subite. La lésion siège dans la majorité des cas entre l'apophyse articulaire supérieure et l'articulaire inférieure. C'est la raison pour laquelle on les appelle fractures des isthmes de C2. Le vecteur lésionnel principal est l'extension, et l'on retrouve fréquemment une lésion du disque C2-C3. Et enfin, les fractures du corps. Elles sont plutôt rares, rarement isolées, elles n'ont rien de spécifique, elles appartiennent aux fractures du pendu si on a une atteinte qui vient également en arrière du corps, et elles appartiennent aux fractures de l'odontoïde si on retrouve une atteinte de ce dernier. En cas d'atteinte isolée, on retrouve un trait de fracture sagittale par un mécanisme en compression. Il existe différents types d'examens afin d'appréhender le rachis cervical. Le scanner, qui est l'examen phare, doit être quasi systématique. Il permettra d'analyser la fracture à sa phase initiale afin d'orienter la prise en charge. Les clichés radiographiques doivent comprendre des incidences de face, de profil et de face bouche ouverte, centrées sur la charnière occipito-cervicale. Du fait de leur faible sensibilité, elles ne doivent être réalisées que chez le patient peu symptomatique et à faible risque de lésion. En revanche, on peut s'en servir dans le suivi, notamment pour apprécier la consolidation ou les éventuels déplacements. Et enfin, l'IRM, qui ne doit pas retarder la prise en charge chirurgicale si un geste est indiqué de manière urgente, permettra d'analyser plus précisément l'état des disques et des ligaments. Nous allons maintenant aborder quelques classifications dont dépend la suite de la prise en charge. Tout d'abord, celle de Roy-Camille qui classe les fractures de l'odontoïde selon la direction du trait de fracture. Lorsque le trait de fracture est oblique en bas et en avant, une obave, il s'agit d'une fracture type A selon la classification de Roy-Camille. C'est une fracture plutôt stable car elle respecte les ligaments postérieurs. Elle est sans risque neurologique. Lobar, il s'agit d'une fracture de type B, oblique en bas et en arrière à forte instabilité par atteinte des ligaments postérieurs avec un risque de glissement en arrière de la dent et donc d'une atteinte neurologique. Et enfin, le type C, il s'agit d'un trait de fracture horizontale avec possible glissement en avant comme en arrière, donc présence d'un risque neurologique, et ce sont les fractures les plus fréquemment associées à la pseudarthrose.
Une autre classification des fractures de l'odontoïde, il s'agit de la classification d'Anderson et d'Alonso, qui cette fois classe la localisation du trait de fracture et non pas son orientation. Le type 1 correspond aux fractures de la pointe, ce sont des arrachements des ligaments occipito-odontoïdiens, elles sont stables et rarissimes, elles représentent moins de 5% des fractures de l'odontoïde. Le type 2 correspond aux fractures du col à la jonction de la dent et du corps de ces deux, elles représentent selon les auteurs le tiers des fractures. Et enfin, le type 3 correspond aux fractures de la base de l'odontoïde, elles sont situées dans l'os spongieux du corps de ces deux. La classification de Levin-Effendi classe les fractures du pendu. Le type 1 est une fracture avec un déplacement minime mesuré à moins de 3 mm. Il s'agit d'une fracture stable puisque le disque C2-C3 est intact. Le type 2 est une fracture avec un déplacement supérieur à 3 mm et une angulation C2 sur C3 inférieure à 10 degrés. Cette fois-ci, le disque est atteint, il s'agit d'une fracture instable. Le type 2A est une fracture avec également un déplacement supérieur à 3 mm, mais cette fois-ci, l'angulation C2 sur C3 est supérieure à 10 degrés. Il s'agit également d'une fracture instable puisque le disque est atteint. Enfin, le type 3, fracture également instable, il s'agit d'une fracture avec un déplacement inférieur à 3 mm et une angulation C2 sur C3 supérieure à 10 degrés. Les examens d'imagerie sont à la base de la prise en charge. Ils permettront de distinguer les fractures de l'odontoïde, les fractures du pendu et les fractures du corps, qui se traiteront comme une fracture de la dent si celle-ci est atteinte, et comme une fracture du pendu si l'arrière du corps est également concerné. Tout d'abord les fractures de l'odontoïde avec la classification de Rokami. Si la fracture est peu déplacée et stable avec un trait de fracture orienté vers le bas et l'avant, on immobilisera le patient et on réalisera des clichés radiographiques à distance du traumatisme. Et si cette fracture reste stable, on proposera alors un traitement orthopédique avec une immobilisation par collier rigide type Philadelphia pour une durée de 3 mois avec des clichés radiographiques afin d'évaluer la consolidation osseuse. Si lors du suivi radiographique, un déplacement secondaire apparaît ou une pseudarthrose, il faudra alors proposer un traitement chirurgical. S'il s'agit d'une fracture avec des complications neurologiques à fort déplacement ou instable, comme le type 2 ou 3, il faudra alors poser une traction par étrier temporaire afin de réduire et stabiliser la fracture. Si le patient présente des contre-indications à la chirurgie, le traitement orthopédique sera un allocrânien qu'il devra porter pour une durée de 3 mois. Si ce n'est pas le cas, il faudra alors proposer une chirurgie dont nous détaillerons les différentes modalités un peu plus tard. À propos des fractures du pendu, s'il s'agit d'une fracture de type 1, c'est-à-dire une fracture non déplacée et stable sans atteinte disco-ligamentaire, le traitement sera alors orthopédique. S'il s'agit d'une fracture de type 2, dans de rares cas, le traitement peut être orthopédique si le patient présente des critères défavorables à une chirurgie, mais dans la majorité des cas, il faudra opérer le patient. Pour les types 2A à forte angulation, et pour le type 3, fréquemment associé à des complications neurologiques, le traitement sera chirurgical. Nous allons maintenant aborder les différentes techniques chirurgicales pour le traitement des fractures de l'odontoïde avec l'approche antérieure et les approches postérieures selon Arms et Magirl. Pour le vissage antérieur de l'odontoïde, l'incision cutanée se fait dans la plupart des cas au niveau de C4. Le point d'entrée de la vis doit se faire sur le bord inférieur de C2 afin d'être bicortical. La réduction est aidée par la traction, mais elle peut également l'être par manœuvre externe en passant son doigt par la bouche. Cette technique n'est pas indiquée en cas d'eau bave. Il y a possibilité de mettre 2 vis et d'injecter du ciment chez l'os porotique. Toute cette procédure peut se faire sous navigation ou sous contrôle scopique. Une des techniques postérieures est décrite par Magirl en 1987. Il s'agit d'un vissage transarticulaire. Le patient est installé en décubitus ventral sous étrier de Mayfield. L'articulaire postérieur C1-C2 est abordé. La capsule est enlevée et la surface avivée. Le point d'entrée est situé dans la masse latérale de C2 avec une direction crânio-caudale. Elle doit être monocorticale car la carotide interne se situe juste en avant de l'arc antérieur de C1. La fixation selon la technique de Magirl permet une stabilité primaire importante, mais elle bloque la rotation C1-C2. Le vissage selon la technique de Arms décrite en 2001 est un vissage de masse latérale de C1 et transpédiculaire en C2. Elle permet des manœuvres de réduction et reste donc réalisable en cas de perte de l'alignement C1-C2, mais cette technique est délicate du fait des rapports anatomiques avec le nerf d'Arnold, les plexus veineux et l'artère vertébrale. On peut voir sur ces 3 clichés radiographiques les 3 techniques décrites précédemment, avec un matériel bien en place, une absence de déplacement secondaire et une fusion acquise. Nous allons maintenant détailler les 3 techniques chirurgicales pour les fractures du pendu, avec également ici des approches antérieures et postérieures.
L'arthrodèse cervicale antérieure C2-C3 n'est réalisable seulement si la fracture n'est pas franchement déplacée ou angulée, du fait de la moindre possibilité de réduction par cette voie. Toutefois, c'est la technique qui permet de restaurer une meilleure lordose cervicale. Lors de la réalisation de la dissectomie, il faudra réaliser un geste de décompression en cas de présence d'une hernie discale traumatique causant une atteinte neurologique ou si un fragment osseux vient comprimer la moelle. Après la dissectomie, il faudra mettre en place un greffon iliaque tricortical, puis fixer une plaque en avant afin de permettre une arthrodèse efficace. L'arthrodèse postérieure C2-C3 est préférée si la réduction n'est pas satisfaisante après traction ou si la fracture est franchement déplacée ou angulée. Il faudra placer les vis de C3 soit dans les pédicules, soit dans les masses latérales, puis les pédicules de C2. Lorsque les fractures sont non déplacées, on peut dans de rares cas proposer une ostéosynthèse biismique par visage postérieur. Il s'agit d'une pathologie fréquente car, comme nous l'avons dit précédemment, les fractures de C2 comptent pour environ 20% des fractures du rachis cervical. Il s'agit de fractures qui concernent dans la majorité des cas des patients de troisième âge. Il existe différentes classifications qui sont à la base de l'algorithme de la prise en charge, puisqu'elles permettent d'orienter vers le traitement orthopédique ou chirurgical en fonction de leur classification. Les différents traitements que nous avons vus avec le traitement orthopédique par immobilisation, soit par allocranien ou par collier rigide, l'ostéosynthèse qui est rarement pratiquée, et l'arthrodèse qui représente la majeure partie du traitement chirurgical. Et enfin, les deux majeures complications, c'est-à-dire les complications neurologiques à la phase aiguë et la pseudarthrodèse en post-opératoire du fait de la faible vascularisation comme nous l'avons dit, mais également de la grande mobilité du rachis cervical à ce niveau-là. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez continuer de suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne Ortho